C'est la chronique de Philippe Spanghero en avant l'écho. Vous la connaissez depuis maintenant de nombreuses années et on est très heureux d'inaugurer cette année de chronique avec Philippe pour parler du rugby féminin et de la Coupe du Monde 2025 en Angleterre. Va-t-elle faire basculer le rugby dans une nouvelle ère? En tout cas, le comité d'organisation de la compétition compte écouler 400 000 billets, plus du double que lors de la dernière édition en Nouvelle-Zélande. Il y a des ambitions absolument gigantesques pour cette Coupe du Monde. Est-ce qu'elle va faire basculer le rugby dans une nouvelle ère? Ça, c'est la question globale qu'on va se poser. Mais Philippe Spanghero, il y a évidemment pas mal de points à aborder. Oui, il y a beaucoup de points à aborder. Alors d'abord, s'il y a un pays qui est capable de faire changer de dimension à cette compétition, c'est bien l'Angleterre, puisque le record d'affluence a été battu récemment lors du tournoi des Jeux Olympiques à 7 féminins avec 66 000 personnes. Mais avant ça, le record d'affluence, il était détenu par les Anglaises à Twickenham qui avaient reçu 54 000 personnes pour un match du tournoi contre la France. C'était le record absolu. On sait que le terreau anglais du rugby féminin est très fort et que donc il y a beaucoup de choses à travailler sur ce territoire-là. Après, la question reste entière. En tous les cas, est-ce que ça doit être une rampe de lancement qui doit permettre derrière aux grands pays de capitaliser? C'est certain que oui. Mais la vraie question à se poser, c'est la capacité des grands pays, hormis l'Angleterre, à monétiser ensuite sur leur championnat domestique. Et en ça, on y reviendra tout à l'heure, mais il faut pas non plus que ces grands événements comme les Coupes du Monde ou comme les tournois destination soient les arbres qui cachent la forêt pour un championnat qui a quand même beaucoup de mal à organiser sa professionnalisation et à équiper et doter les filles de moyens à la hauteur de leurs ambitions. Ouais, ces ambitions-là sont-elles, alors plusieurs propositions, sont-elles très élevées, sont-elles un peu démesurées ou sont-elles sous-évaluées ou fidèles? Non, je crois qu'elles sont assez réalistes. Elles sont assez réalistes parce que l'ambition de 400 000 personnes pour cette compétition, comme je le disais tout à l'heure, 54 000 personnes pour un match du tournoi France-Angleterre en 2023. Il va y avoir des affiches très alléchantes. Bien sûr, les Anglaises seront excessivement suivies. On élargit aussi, comme pour les garçons, l'audience un peu, puisqu'on passe de 12 à 16 équipes pour les filles. On va aussi chercher, là aussi sur le rugby féminin, de nouveaux territoires et à trouver une plus grande homogénéité géographique pour mieux structurer aussi au niveau mondial cette économie-là. Donc, c'est pas du tout démesuré en termes d'ambition, je crois. C'est plutôt élevé mais réaliste. Par contre, la vraie question à se poser, c'est l'économie derrière tout ça, parce qu'on a parlé aussi du prix moyen de billets qui a commencé à sortir. Donc, on voit qu'on est à des années-lumière de ce qui se fait chez les garçons. Donc, il faut, à terme, se poser la question de la cohérence de tout ça d'un point de vue économique. Il est sûr que d'un point de vue de l'image et de l'attrait médiatique, c'est très important. Mais derrière, quelle est la réalité économique? C'est-à-dire que est-ce que on peut se réjouir d'avoir des stades pleins à un billet moyen? On parle de stades, mais de grands stades. Hein. Attention, hein. On parle de sacrés stades. Hein. Le Stadium of Light de Sunderland. Enfin voilà, il y a du très très lourd. On parle de 50 000 places parfois sur certains stades. Hein. Ah, mais certains seront quasiment à guichet fermé pour certaines affiches, j'en doute pas. Mais on a vu aussi que c'était à des prix de billets très attractifs. Alors forcément, c'est cohérent et je trouve ça bien. Parce que pour l'image de cette compétition, il faut avoir des stades pleins. Mais encore une fois, c'est en cohérence économique avec un prix de billet moyen qui sera assez faible. Donc la vraie question à se poser, c'est comment ce genre d'événements qui peuvent être très ambitieux en termes d'objectifs, que ce soit sportif ou économique et d'un point de vue du public, on arrive à capitaliser dessus ensuite dans les championnats domestiques. Il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui sur la structuration économique du rugby féminin. On voit que le rugby masculin a déjà du mal à trouver une réalité économique, mais chez les filles, c'est encore plus prégnant. Il y a à la fois cette nécessité... Oui, je t'écoute et après j'aimerais bien rebondir là-dessus. Il y a la nécessité de trouver une structure qui permette aux filles d'être à minima semi-professionnelles, donc qu'elles aient une rémunération même faible, mais qui leur permette de vivre du rugby et de passer à un niveau d'entraînement encore supérieur. On voit que c'est aujourd'hui certainement ce qui manque aux Françaises pour rivaliser avec les Anglaises notamment et dans une bonne mesure les Néo-Zélandaises. Vas-y.
Oui, parce qu'il faut qu'on accélère. Je parle des stades. Je parle de stades. Voilà, le Twickenham 82 000, Stadium of Light à Sunderland 49 000. On a le stade de Brighton à 32 000 places, Bristol 27 000, et ensuite on a des stades autour de 15, 12 000 et 8 000 places. La question, et pour le coup, je la pose aussi à Rémi Mességuet, et on va accueillir William dans quelques instants, William Debrive. Ne faut-il pas mettre, et c'est un peu, c'est un peu provoque de dire ça, mais mettre de côté complet l'idée d'être rentable financièrement, économiquement sur cette Coupe du Monde, au profit de ce que ça peut engendrer par la suite en termes d'investissement, c'est-à-dire en faire une immense publicité, perdre de l'argent, que World Rugby perde de l'argent, que des investissements perdent de l'argent sur cette Coupe du Monde, mais que ce soit tellement une bonne publicité qu'il y ait un retour sur investissement ensuite, Philippe. Non, mais de toute façon, cette question, tu as ta réponse. Aujourd'hui, le rugby féminin au niveau professionnel international, il a du mal à trouver une réalité économique. Les institutions investissent là-dessus. Donc, je réponds à ta question. World Rugby perdra certainement de l'argent sur cette compétition. Et je crois en effet que la vraie question, c'est de se demander à quel point ça va être une promotion et une rampe de lancement pour derrière capitaliser ensuite dans nos grands championnats domestiques. C'est là toute la question. Rémi Mességuet, justement, je te la pose aussi à toi. On est sur une vitrine, plus que sur une grande vitrine, une magnifique vitrine, plus qu'une vraie question de rentabilité de cette Coupe du Monde, selon toi? Oui, mais avant de parler rentabilité, j'ai envie de parler d'équilibre. Moi, pourquoi dire que ça va être perdant? Équilibre, peut-être réussir à aller chercher l'équilibre. On sait combien les compétitions masculines, maintenant, on cherche toujours à faire de la rentabilité. On sait que les Anglais vont voir le rugby féminin. C'est ça, les Anglais vont voir le rugby féminin. L'Angleterre est le seul pays au monde où le championnat féminin est professionnel à 100%, accolé aux équipes pour l'instant, mais à l'heure actuelle c'est ça. Et puis voilà, cette vitrine elle va être là pour générer des vocations. Moi j'ai en tête les demi-finales d'élite 1 féminine cette saison à Ernest Vallon. C'était 2 matchs dans la même après-midi, des billets attractifs à 5 € la place. Et malgré tout, seulement 7000 personnes, quoi, Ernest Vallon. Il va falloir réussir à mettre un braquet un petit peu plus lourd. Aujourd'hui, par exemple, pour donner un exemple, en féminin, il y avait le Super Sevens. Et voilà, aujourd'hui, l'entrée était gratuite à Pau, mais c'est un vendredi. C'est un vendredi. Que vont faire les gens un vendredi après-midi pour aller voir un Super Sevens? Cette vitrine, il va falloir aussi qu'elle montre que quand le rugby est bien placé, quand le rugby féminin est bien placé à la bonne heure, eh ben, il y a forcément du monde qui va pouvoir aller le regarder. Et en plus, il y a un autre sujet pour le coup sportif, Philippe. Alors là, pour le coup, je pense que c'est un peu discutable. Le nombre de pays participants qui passe de 12 à 16. Alors évidemment, c'est pour que le mot Coupe du Monde ait un peu plus de sens, Philippe Spanghero. Mais n'y a-t-il pas le risque de l'hétérogénéité de cette compétition? Alors, on s'est posé la même question pour le rugby masculin, et je crois qu'elle est moindre dans le rugby féminin, parce que l'écart de niveau avec entre ces 4 nouvelles équipes qui vont rejoindre les 12 principales. Pour l'instant, il y a l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, la France, le Canada, l'Irlande, l'Afrique du Sud, les États-Unis, Fidji, Japon, Brésil. Il reste donc 6 dernières places qui seront attribuées dans le W15, dans le W15, donc fin septembre cette année. Voilà, il reste 6 places à prendre, et je crois que la vraie question, c'est à quel point l'écart de niveau peut impacter la légitimité sportive de cette compétition. Je crois que dans le rugby féminin, c'est 6 équipes qui vont se qualifier dans les prochaines semaines. Elles vont pas impacter le niveau sportif au point d'enlever la légitimité. Je crois que dans le rugby féminin, voilà, il faut aller plus vite, il faut changer de braquet. On a la chance aussi d'avoir des écarts de niveau qui sont encore assez élevés par rapport au rugby. Au rugby, aujourd'hui, on peut considérer qu'on a un top 10 mondial. Dans le rugby féminin, on a un top 4, 5 quoi, maximum. Donc derrière ça, il y a plus d'homogénéité que chez les garçons, et donc il faut se servir de cette période de construction qu'on a déjà dépassée dans le rugby masculin. Mais je le répète, pour revenir sur ce que disait Rémi, aujourd'hui la vraie problématique, c'est comment on transforme cette audience très captive sur de grands événements. Quand on voit les audiences télé des matchs de l'équipe de France féminine, quand on voit l'affluence dans les stades sur les grands événements, et qu'après on voit que pour les plus grands événements nationaux, on fait 7000 personnes sur 2 matchs à 5 € la place. Là, c'est tout ça qu'il faut réussir à transformer, en espérant que cette publicité de la prochaine Coupe du Monde
soit un accélérateur pour se poser ce genre de questions.